Évasion en hélicoptère, faux documents, déguisement ou simple ingéniosité. Rien n'empêchait ces détenus audacieux de défier la prison et de stupéfier le monde. Découvrez les esprits derrière ces plans déroutants et jusqu'où ils sont prêts à aller pour goûter à la liberté. L'amour nous pousse-t-il à faire des choses insensées ? Peut-être que l'histoire du braqueur de banque français Michel Vaujour et de sa femme Nadine permettra d'éclaircir la question. En 1985, les exploits illégaux de Michel Vaujour ont connu une fin brutale. Ayant toujours vécu en marge de la légalité, il était devenu un braqueur de banque chevronné dans les années 1980, jusqu'à ce qu'il soit arrêté et condamné pour braquage et tentative de meurtre. Par conséquent, Michel a été condamné à 18 ans de prison. Pour la plupart des criminels, cela aurait marqué la fin, mais pas pour Michel. L'homme connaissait bien les prisons et les évasions. Et Michel avait un atout précieux, sa femme, Nadine Vaujour, prête à tout pour l'homme qu'elle aimait. Pour Michel, la sentence ressemblait probablement à un simple désagrément temporaire. Il savait ce qu'il devait faire, trouver un plan, l'exécuter et goûter à la douce liberté. Ainsi, Michel avait commencé à planifier son évasion avant même son procès. Nadine Vaujour, la femme de Michel, était tout aussi dévouée à son évasion que lui. Elle était prête à agir et à se lancer tête baissée dans le monde criminel pour son mari. Dès que Michel a été incarcéré, Nadine a commencé à se préparer pour aider Michel à s'évader de la prison parisienne de la Santé. Très vite, elle est devenue une habituée d'une entreprise de location d'hélicoptères dans le sud de Paris. Toujours en payant en espèces, elle louait régulièrement des hélicoptères pour s'entraîner, sans éveiller suffisamment de soupçons pour que les autorités découvrent ses véritables intentions. Pendant plusieurs mois, elle et Michel ont élaboré leur audacieux plan d'évasion, qui nécessiterait encore plus d'ingéniosité qu'imaginé. À l'intérieur de la prison de la Santé, Michel a noué une étroite amitié et un partenariat stratégique avec un autre détenu, Pierre Hernandez. Ensemble, ils passaient leur journée à repérer un endroit pour l'atterrissage de l'hélicoptère. Ils se sont aperçus qu'il n'y en avait pas. Au lieu d'atterrir, Nadine devait faire voler l'hélicoptère en stationnaire au-dessus de la prison, permettant à Michel et Pierre de s'échapper en grimpant à une corde. Michel, imperturbable, a continué à peaufiner l'opération. Pendant que Nadine se concentrait sur l'apprentissage du pilotage d'un hélicoptère, Michel élaborait une distraction ingénieuse, une partie essentielle de toute évasion. Les mois ont passé et enfin le grand jour est arrivé. Le 26 mai 1986, vers 10h30, Nadine Vaujour a fait voler un hélicoptère au-dessus des toits de Paris, se dirigeant vers la prison. Des avertissements désespérés transmis par radio ont tenté de la faire renoncer et revenir, mais Nadine a réussi à les ignorer, ne se concentrant que sur une chose, libérer son mari bien-aimé. Elle a immobilisé l'hélicoptère au-dessus du toit de l'un des bâtiments de la prison. À l'intérieur, Michel et Pierre ont exécuté le reste de leur plan sans accroc. La prison était en effervescence, les gardiens croyant que les deux détenus étaient armés de grenades. Chaque fois qu'un garde tentait de s'approcher, Michel et Pierre menaçaient de les déclencher. En réalité, il n'y avait aucune grenade, c'était simplement des nectarines peintes en vert. Mais tant que les gardiens ne connaissaient pas la vérité, Michel et Pierre pouvaient s'échapper. Terrifiés par une potentielle explosion, les gardiens ont hésité, permettant aux hommes de rejoindre l'hélicoptère sans entrave. Michel et Pierre ont atteint le toit. Cependant, au dernier moment, Pierre Hernandez a choisi de se rendre, laissant Michel grimper seul à la corde. Une fois à l'intérieur de l'hélicoptère, Michel et Nadine se sont enfuis vers un terrain sportif voisin où ils avaient prévu un véhicule de fuite. Pendant plus de 3 mois, le couple a vécu dans le bonheur conjugal, réussissant même à récupérer leurs 2 filles, sous le nez de la police. Ils se sont cachés à Paris, la ville de l'emprisonnement de Michel, mais l'attrait du crime s'est avéré trop puissant. Les Vaujour se sont lancés dans une série de braquages de banques dans la ville, conduisant à leur chute. Michel Acarl a été blessé par balle à la tête lors d'un échange de tirs avec la police, mais a survécu, sortant du coma des semaines plus tard. Michel est retourné en prison, où il a passé plusieurs années supplémentaires. Il a tenté une autre évasion, mais a échoué. En 2003, Michel Vaujour a été libéré après 27 années en prison. Sa vie ultérieure a connu un changement de cap, se tournant vers la spiritualité, l'écriture et la réflexion personnelle. Nadine, après avoir purgé sa peine, a disparu de la scène publique. Leur célèbre évasion en hélicoptère reste néanmoins l'une des évasions les plus incroyables de l'histoire. Un témoignage d'audace, d'amour et de créativité criminelle.
En septembre 2012, Choa Gap-bok n'était pas étranger à l'incarcération. Ce Sud-Coréen de 49 ans était un voleur de métier doté d'un talent incroyable. Il avait passé au total 23 ans de sa vie derrière les barreaux. Au fil de ces années, il avait développé une aptitude singulière, la pratique du yoga. Il en était devenu un véritable maître. Et en 2012, il décida de mettre à profit ses compétences exceptionnelles dans sa quête de liberté. Choa était le chef d'un réseau de voleurs. Lors de sa dernière arrestation, il fut conduit dans un poste de police à Daegu, où il fut enfermé dans une petite cellule. Cet environnement était familier pour le voleur de métier, qui avait appris à patienter durant ses précédentes incarcérations. Ce que les agents n'avaient pas prévu cependant, c'était que Choa avait élaboré un plan exploitant ses années de pratique du yoga. Pendant 5 jours, il attendit patiemment, guettant le moment idéal pour mettre son plan et son corps en marche. Le moment arriva enfin le 17 septembre 2012. C'était tôt le matin et les agents de service dormaient encore. D'abord, l'homme attrapa ses oreillers et les disposa sous sa couverture pour donner l'impression qu'il était en plein sommeil. Puis, il passa à l'action. La fente destinée à recevoir la nourriture, située en bas de la porte de sa cellule, ne mesurait que 15 cm de haut, 5,9 pouces et environ 45 cm de large, 17,7 pouces. Personne d'ordinaire ne penserait pouvoir utiliser un espace aussi exigu comme moyen d'évasion. Mais Choa Gap-bok, mesurant 1,63 m, 5 pieds 4 pouces, n'était pas une personne ordinaire. Pour lui, l'obstacle était surmontable. Il enduisit le haut de son corps de lotion pour réduire la friction, puis se mit au travail. D'abord, sa tête glissa à travers la fente, suivie de son bras droit et de ses épaules. Ensuite, le reste de son corps s'engouffra. En moins d'1 minute, Choa avait quitté sa cellule, contournant les agents endormis pour s'échapper par une fenêtre. Une fois à l'extérieur du poste, Choa se dirigea vers une résidence voisine où il déroba des clés de voiture et une carte de crédit. La police comprit rapidement ce qui se passait et mit aussitôt en place des points de contrôle dans les environs. Cependant, faisant preuve de réactivité et d'ingéniosité, Choa abandonna la voiture volée à quelques centaines de mètres avant un contrôle et disparut dans la nature sauvage du mont Nam. Une chasse à l'homme impliquant hélicoptères, chiens pisteurs et des centaines de policiers fut lancée, mais Choa resta insaisissable pendant les 2 jours suivants. Il continua à échapper à la police, atteignant finalement la ville de Miryang. Là, un soldat attentif dans un bus le reconnut et signala le sighting aux autorités. Toujours calculateur, Choa fit semblant de souffrir du mal des transports et convainquit le chauffeur de bus de le laisser descendre à un arrêt près du village de Hanamup. Les forces de l'ordre resserrèrent leurs mailles dans la région et découvrirent des traces du fugitif, dont une note laissée dans la maison d'un agriculteur local. La note, qui disait « I am sorry », était signée par Choi, qui n'arrêtait pas d'affirmer avoir été piégé. Après 6 jours de cavale, Choa fut finalement localisé le 22 septembre 2012. Il s'était réfugié sur le toit d'un immeuble à Miryang, caché à l'intérieur d'une boîte en carton. Lors de son arrestation, il continua à proclamer son innocence, mais la police ne voulait pas prendre de risques avec cet artiste de l'évasion capable de mouvoir son corps avec la flexibilité d'un poulpe. Ils escortèrent Choa, le plaçant cette fois dans une cellule sans barreaux et dotée d'une fente à nourriture nettement plus petite que celle par laquelle il s'était évadé auparavant. Bien que la chasse à l'homme soit enfin terminée, l'histoire d'évasion de Choa Gap-bok demeure le témoignage des extrêmes auxquels certains individus sont prêts à aller pour défier leur captivité. Nous sommes en 1971 et Franck Abagnale, un escroc déjà notoire, est arrêté et incarcéré. Cela aurait dû marquer la fin de sa carrière criminelle si ce n'était que Franck parvient à s'évader, ou plutôt, il réussit littéralement à sortir de prison sans que personne ne l'en empêche. Cette évasion scella son statut d'escroc légendaire, même si des sources récentes soutiennent que les récits de Franck n'auraient jamais été véridiques. Franck a-t-il en réalité dupé tout le monde en les faisant croire qu'il était le plus grand des escrocs ? Selon lui-même, la carrière criminelle de Franck Abagnale Jr. débuta à un âge étonnamment précoce. À 15 ans, il s'était déjà engagé sur une voie de tromperie qui allait traverser les continents. Né en 1948, sa méthode principale reposait sur la fraude par chèque, un stratagème qui lui permettait de voyager librement, se faisant souvent passer pour quelqu'un d'autre. Franck affectionnait particulièrement l'imitation de professionnels, pilotes, médecins, avocats et même agents gouvernementaux. Et, à 21 ans, il s'était taillé la réputation de l'un des escrocs les plus habiles au monde. Ses activités frauduleuses le conduisirent dans plusieurs pays et Franck devint un expert pour échapper aux autorités.
Il se faisait passer pour un pilote de Pan American World Airways, accumulant plus de 2 millions de miles aériens en embarquant sur des vols sous prétexte d'appartenir à l'équipage. Il affirmait également avoir exercé en tant qu'assistant procureur général de l'État de Louisiane et comme médecin dans un hôpital de Géorgie. Bien que nombre de ces affirmations aient depuis été remises en question, certaines ayant été révélées comme des exagérations ou des inventions, elles contribuèrent à l'aura mystique qui l'entourait durant sa cavale. En 1971, après des années à fuir la justice, Frank fut finalement appréhendé. Il avait déjà purgé des peines dans des prisons françaises et suédoises, passant 6 mois dans chacune d'elles avant d'être extradé vers les États-Unis. Ses délits, notamment dans le domaine de la falsification de chèques, l'avaient rattrapé, et il fut condamné à 12 ans de prison fédérale. Il était donc temps pour Frank de tourner la page de ses activités criminelles et de se repentir de ses méfaits, sauf qu'il avait d'autres plans. Non seulement Frank était un manipulateur d'exception, mais il bénéficiait également d'une sacrée dose de chance. L'histoire de son évasion débuta avec une simple erreur administrative. Lors de son transfert vers le pénitencier américain d'Atlanta par un maréchal des États-Unis, l'officier en charge de Frank oublia un document crucial. Ses papiers d'engagement de détention. Ce qui semblait n'être qu'un oubli insignifiant devint la pierre angulaire de la dernière supercherie de Frank. Grâce à son charme et à son aisance verbale, Frank Abagnale parvint à convaincre les gardiens qu'il n'était pas un détenu ordinaire, mais bien un inspecteur de prison infiltré envoyé par le FBI pour évaluer les conditions de l'établissement. Les gardiens, sans doute habitués à traiter des criminels moins sophistiqués, le crurent et commencèrent à le traiter avec un respect généralement réservé aux forces de l'ordre, lui octroyant des privilèges inaccessibles aux prisonniers de base. La prochaine étape de l'escroc impliqua l'aide de sa proche alliée, Jean Sebring. Il la contacta, cette femme se faisant passer pour une journaliste infiltrée en pleine investigation sur les prisons. Ensemble, ils mirent au point un plan destiné à consolider la fausse identité de Frank. Jing trafiqua la carte de visite d'un véritable agent du FBI, Joe Shea, y inscrivant à la place le nom de Frank, et parvint également à contrefaire une carte d'identité d'inspecteur de prison. Armé de ces faux documents, Frank était fin prêt à agir. Un jour, il s'approcha des gardiens, exhiba ses faux titres du FBI et leur déclara qu'il devait parler avec l'agent mentionné sur sa carte de visite. Incroyablement, les gardiens se conformèrent à sa demande et appelèrent le numéro indiqué. Jean Sebring répondit en se faisant passer pour l'agent. Elle informa alors les gardiens que Frank devait être libéré temporairement afin de la rencontrer à l'extérieur de la prison. Les gardiens affirment même qu'ils avaient toujours su que Frank était un agent du FBI. Ils ouvrirent les portes et le laissèrent sortir du pénitencier. Frank Abagnale était à nouveau libre, du moins pour un temps. Quelques semaines plus tard, il fut de nouveau appréhendé alors qu'il passait devant une voiture de police non marquée et qu'il fut reconnu par les agents. C'était en avril 2012 et Ronaldo Silva, un trafiquant présumé de drogue, âgé de 39 ans, originaire du Brésil, se trouvait en prison dans son pays. Pourtant, l'homme n'entendait pas y rester longtemps. Il avait un plan et il était convaincu qu'il fonctionnerait. Puisque les méthodes classiques d'évasion lui avaient déjà échoué, Ronaldo avait élaboré un plan extraordinaire. Connu pour son implication supposée dans le trafic de drogue, Ronaldo Silva avait déjà tenté à plusieurs reprises d'échapper à la justice. Ses méfaits criminels l'avaient conduit à être incarcéré et à attendre son procès pour des chefs d'accusation graves. Un mois auparavant, des hommes armés avaient même tenté de prendre d'assaut une autre prison pour le libérer. Toutefois, ce plan avait été déjoué, ce qui entraîna son transfert dans un nouvel établissement où il fut placé sous une surveillance renforcée. Ce changement de lieu ne l'a pourtant pas dissuadé de préparer une nouvelle tentative d'évasion, cette fois par la ruse plutôt que par la force brute. C'est lors d'une visite de sa femme que son plan d'évasion prit forme. Après leur entrée dans la prison pour la visite, Ronaldo et son épouse échangèrent leurs vêtements. Elle quitta l'établissement en arborant son short et un haut différent, tandis que Ronaldo s'endossa la robe bleue de sa femme. Il se para d'une perruque à cheveux longs, d'un soutien-gorge et d'une paire de talons hauts. Il alla même jusqu'à se raser les jambes et les bras, s'engageant pleinement dans le déguisement. Des ongles soigneusement peints et un rouge à lèvres vif complétèrent la transformation, lui permettant de se fondre parmi les épouses des détenus qui quittaient la prison après les heures de visite. Et cela a failli marcher. Ronaldo parvint à franchir les gardiens aux portes de la prison. Mais alors qu'il se dirigeait vers un arrêt de bus juste à l'extérieur, il devint rapidement évident que sa démarche ne correspondait pas à celle d'une femme. Sa démarche maladroite attira aussitôt l'attention d'un policier en patrouille qui, intrigué par cette femme en difficulté, décida de suivre Silva.
Alors que Silva s'approchait de l'arrêt de bus où 2 hommes à moto attendaient de le récupérer, le policier s'avança et l'interpella. À y regarder de plus près, l'agent se rendit compte que la femme n'était autre que Silva déguisée. Le détenu fut aussitôt arrêté et ramené en prison avant qu'il n'ait la chance de s'échapper sur la moto en attente. La seconde tentative de Silva pour se libérer fut ainsi anéantie, et le déguisement qui avait failli lui assurer la liberté fut démasqué. Par la suite, les responsables de la prison reconnurent l'effort considérable que Silva avait déployé pour élaborer son déguisement et son plan d'évasion. Carlos Welber, le directeur de l'établissement, souligna toute la préparation et la préméditation investie dans cette opération. Silva avait minutieusement travaillé son apparence, espérant tromper le personnel pénitentiaire et s'évader sans être remarqué. Toutefois, la prison a depuis renforcé ses mesures de sécurité afin de prévenir de tels incidents à l'avenir, notamment durant les heures de visite, moment où l'établissement est le plus vulnérable. En janvier 1995, Andrew Roger, Keith Rose et Matthew Williams purgeaient tous une peine à perpétuité à la prison H.M. Parkhurst. Les 3 hommes étaient amis, et ensemble, ils ourdirent un plan qui allait devenir l'une des évasions carcérales les plus notoires de l'histoire britannique. Le trio partageait un objectif commun, bien que leur parcours criminel soit très différent. Andrew Roger était incarcéré depuis 1987 pour le meurtre brutal d'un employé de piscine, un crime commis au pied de biche. Keith Rose, condamné en 1991, était emprisonné pour le meurtre tout aussi odieux d'une femme. Quant au 3e membre du groupe, Matthew Williams, il purgeait une peine pour divers délits, notamment l'incendie criminel et la fabrication de bombes. Malgré la diversité de leurs crimes, les 3 hommes trouvaient un terrain d'entente dans leur désir partagé de s'évader des murs de Parkhurst. Autrefois, l'une des prisons les plus strictes du Royaume-Uni, l'établissement de Parkhurst était tombé en ruine et en dysfonctionnement au milieu des années 95. En 1995, la prison était gangrenée par la corruption, l'usage de drogue et un manque généralisé de discipline. Les travaux de construction en cours perturbaient les routines et instiguaient un sentiment d'instabilité. Des détenus comme Roger, Rose et Williams profitaient de ce chaos, conscients que leurs mouvements passaient largement inaperçus. Le trio élabora son plan d'évasion avec une précision remarquable. Il passait de longues heures dans l'atelier de métallerie de la prison, tirant parti du manque de surveillance. Rose, un ouvrier en tôlerie compétent, mit ses talents à contribution pour fabriquer les outils nécessaires à leur fuite. Ils confectionnèrent une échelle de fortune à partir de poteaux de but, reproduisirent de mémoire une clé identique à celle utilisée par les gardiens et fabriquèrent même une arme chargée à blanc. Personne ne sembla remarquer rien, personne ne donna l'alerte et les surveillants restèrent totalement inconscients de l'évasion imminente. Le 3 janvier 1995, les 3 hommes passèrent à l'action. Sous le couvert de l'obscurité, ils restèrent dans la salle de sport de la prison après la séance d'exercice du soir. Les gardiens ne remarquèrent pas que seulement 7 des 10 hommes ayant pénétré dans la salle étaient revenus dans leurs cellules. Utilisant la clé qu'ils avaient fabriquée, Roger, Rose et Williams se frayèrent discrètement un chemin à travers plusieurs portes afin de récupérer les outils préparés. Leur ultime obstacle fut le mur périmétrique de 25 pieds de hauteur qu'ils escaladèrent à l'aide de leur échelle de fortune, après avoir découpé une grille de protection. Incroyablement, personne ne remarqua leur évasion. Les gardiens étaient soit distraits, soit insuffisamment formés, et la technologie de sécurité, obsolète, laissait de vastes zones de la prison sans surveillance. Une fois dehors, le trio se dirigea vers Newport, vêtu de vêtements civils. De là, ils prirent un taxi pour Sandown dans l'espoir de dérober un avion et de fuir l'île. Rose, le pilote attitré, avait prévu de piloter un petit avion d'entraînement Cessna 105. Cependant, l'appareil s'avéra inadapté à leurs besoins. Conçu pour seulement 2 personnes, il n'aurait pas pu décoller avec les 3 hommes à bord. Pour compliquer encore la situation, le groupe ne parvint pas à démarrer le moteur, manquant de la clé adéquate pour le cockpit, et les méthodes improvisées de Rose échouèrent lorsque la pièce en métal qu'il utilisait se brisa à l'intérieur de la serrure. Constatant que leur plan avait mal tourné, les hommes se réfugièrent dans les bois. Pendant 2 jours, les fugitifs parvinrent à échapper à la capture, mais le 8 janvier, un agent pénitentiaire en service de garde les aperçut marchant le long d'une route. Roger et Rose furent rapidement appréhendés, tandis que Williams réussit temporairement à s'enfuir avant d'être rattrapé 2 heures plus tard. Leur tentative d'évasion se solda par un échec, mais elle révéla les graves failles de sécurité à Parkhurst